c'est parti. Fait qu'aujourd'hui, on va parler du studio Sabotage. Joie et misère d'un deuxième jeu. C'est Samuel Taillon qui travaille, c'est un collègue de l'UQAC qui, entre autres, corde à son arc, travaille à Totema Studio. Puis notre invité aujourd'hui, Thierry Boulanger, qui est président-directeur créatif du studio et qui est dans sa voiture. Donc, ouais. Si vous le cherchez dans les écrans, là, c'est lui dans son char. Fait que c'est ça. Donc, il va avoir, c'est sous la forme d'une discussion. Là, c'est assez relax. Donc, discussion entre Samuel et Thierry. Moi, je vais gérer le chat. Si jamais vous avez des questions, on réserve ça un peu plus vers la fin. Maintes questions, donc on va gérer ça au fur et à mesure, mais on réserve le temps de questions plus vers la fin. Donc, comme on dit, je vous passe la POC. Excellent. Moi, je vais nous piner, moi et Thierry, tiens, pour que vous voyez nos grands faces. Replace pin. Je ne peux pas les piner tous les deux. Bon, je vais unpin, remove pin. On va se mettre. Mettez-vous sinon en mode galerie ou speaker pour nous voir parler. On va y aller comme ça. Ben, merci d'abord de l'invitation du DIM là, pour avoir cette occasion-là de parler avec Thierry. Thierry, on s'est vu à quelques reprises dans des événements de jeux vidéo ou dans des parties. On ne s'est pas vu souvent, mais quand le DIM m'a demandé si je voulais animer ça, ça m'a fait plaisir de le faire, prendre des nouvelles, prendre des nouvelles de vos projets, parce que veux pas, c'est quand même gros ce qui se passe pour vous depuis quelques années. Puis je trouvais l'angle que voulait le DIM pour ce Indie Gaming-là super intéressant. Un peu cette idée de transition-là vers un jeu qui a été un succès. Puis bon, maintenant, en faire un deuxième jeu qui est très différent du premier, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant à aller chercher là-dedans. Fait qu'on va parler de tout ça ensemble ce midi, Thierry. Mais d'abord, j'aimerais ça, parce que moi, je connais un peu. Dessus, d'ailleurs, j'ai mis spécifiquement mon jeu de Sabobo, de sabotage pour l'occasion ce matin. J'aimerais ça que tu nous parles un peu du studio, de ton histoire là-dedans, puis comment que c'est né, en fait, Sabotage, puis ton rôle là-dedans, là, histoire que les gens ont ça tout sur le même point de départ. Bien, Sabotage, ça a parti. Moi c'était pas tout le temps. Donc, en 2007, dans le fond, j'ai fini mes études en programmation de jeux vidéo. C'était un programme spécialisé en AEC à Québec, au Collège Bar. Puis, j'ai commencé à travailler pour les studios, en fait, de servicing. Je savais que j'avais pas envie de faire du triple A, dans le fond, là, parce que, bon, ce que j'entendais des amis qui en faisaient et tout, c'est que moi, c'est des produits qui m'intéressent à la fin, mais c'est pas le genre de production qui m'intéressait, mettons. J'ai pas envie de passer 4 ans et demi sur le minigame de plongée sous-marine. J'ai envie de toucher à tout, mettons, sur un projet. Fait en allant en service, je me suis dit, ça va être des projets qui sont plus petits. Puis, je vais avoir la chance autant d'intégrer du son que de faire du gameplay, que de toucher à la physique, que d'intégrer des interfaces. Donc, je me suis ramassé en service. Donc, c'était dans le temps des jeux Flash. Là. Fait qu'on faisait des univers en ligne, des MMO dans le temps de Skylanders, puis des trucs comme ça. C'était beaucoup des jeux pour enfants, en fait. Mais ça passait tout le temps par des budgets promotionnels. Fait que, il y a un film de Bob l'éponge qui sort, puis ils veulent un genre de Zelda-like fait en 2 mois. T'sais. Puis c'était intéressant, j'ai appris énormément, puis rapidement, le besoin en moi a grandi j'aimerais ça travailler sur un jeu auquel j'ai sincèrement envie de jouer. Approche très gameplay, puis pour moi, l'attraction du rétro est tout le temps restée vraiment très forte. Fait que c'est là que l'idée de Sabotage a comme fait son chemin là, sur environ 8 ans, là, avant de lancer le studio en 2016, qui était on va faire un focus sur un design moderne avec une esthétique rétro. Fait qu'on va aller parler à ce que les jeux étaient dans ce temps-là. Tu le sais, l'ère 8 bits, 16 bits, début de PlayStation, des trucs comme ça. Mais après ça, on va les moderniser, on va les garder ce qui a bien vieilli, ce qu'on peut présenter aux joueurs modernes. Puis après ça, on va aller repenser des systèmes qui ont mal vieilli parce que, comme on dit souvent, là, c'est que ce qu'on s'ennuie, c'est d'avoir 10 ans. Là, c'est pas des contrôles pas têtes, puis de la musique répétitive, puis une difficulté. La nostalgie, la nostalgie, là, c'est comme quelque chose finalement, on est des fois un peu déçus quand on y retombe, mais je comprends l'idée de mélanger les deux aspects. Là. C'est ça, oui, exact. Fait que nous, c'est ça. Puis on a le coup d'envoi, ça a été The Messenger, qui est un side-scroller platformer avec un petit ninja. C'était une idée qu'on filait qui était pour une start-up à dire OK, on est juste une équipe de 6 ou 7. On est capable de prendre ça, mettons, en production. Puis essayer de se faire un nom. Puis nous, c'était vraiment. Le gage qu'on voulait, c'était la qualité puis la nostalgie, en fait. Là. Puis déjà, est-ce que Messenger, ça a été un hit? Est-ce que c'était vraiment, à la base, c'était un petit truc, c'était vos premières armes, c'était un premier petit jeu, style presque prototype, ou c'était déjà dans ta tête à toi puis à ton équipe,
vraiment, là, vous aviez déjà, vous perceviez le potentiel de mettre tous ces ingrédients-là ensemble. Parce qu'il n'y a pas eu de campagne Kickstarter, il me semble, pour The Messenger. Non, non, Il n'y a non. pas eu de validation en amont, on va dire. Là. On fait Non, c'est ça, ça. puis advienne que pourra un peu. Ouais, ben c'était un peu ça. La vision restait quand même très forte. Le premier proto de Messenger, je l'ai fait quand j'étais à l'école en 2006. Okay. J'ai fait un petit proto en flash de ça. Puis après, dans Unity, là, un peu plus tard, avec un ami que je me suis fait dans l'industrie, qui est un level designer, on a recommencé dans Unity là, un prototype en 2015. Pendant environ un an, on a fait ça souvent en fin de semaine. Quand ça s'est concrétisé, dans le fond, on a décidé de lancer le studio, aller de l'avant, puis trouver un compositeur. Puis après ça, tout s'est comme mis en place. Mais pour moi, c'est un monde fantastique que j'ai en tête à peu près depuis le primaire. Okay. Fait que tous nos jeux sont comme dans le même univers, en fait. Puis okay. On se promène un peu dans le temps, puis on rencontre d'autres personnages, on voit d'autres événements. Là. Fait que l'idée, c'est vraiment de faire ce gros univers-là. Puis tu parlais que comme Sea of Stars, c'est un RPG tour par tour. Donc, c'est très différent de Messenger. C'est vrai qu'un RPG tour par tour, c'est très différent d'un platformer. Mais le fil rouge connecte quand même les deux du fait que c'est le même univers narratif. Okay. Puis c'est aussi la même approche dans le sens que nous, on va présenter notre édition définitive d'un genre qui nous a marqué et qui est resté avec nous, en fait. Fait que de notre point de vue en production ou en design, c'est comme la même affaire. Messenger, le platformer, c'est fait, on l'a fait. C'est ça qu'on présente, nous, comme platformer. Bon. On n'a pas, puis au lieu de faire 2, 3, 4, 5, 6, ben, on va aller appliquer ce processus-là à un autre genre de jeu parce que c'est vraiment cette aventure-là qui nous intéresse de design puis de repenser puis de challenger tout. Là. C'est bon, tu me devances presque un peu dans mes questions, mais justement, là, c'est un truc qui est intéressant là, à ce niveau-là. C'est bon, vous avez fait Messenger, vous avez fait un DLC qui était Picnic Panic. Puis c'est quoi, un moment donné, c'est quand le moment où tu te dis on arrête, parce que des DLC, on a vu des jeux qui en ont fait pendant des décennies. Là. Vous, à quel moment vous vous êtes dit on en fait un, c'est assez, puis on passe à autre chose. Puis peut-être, est-ce qu'il y a d'autres DLC de prévus sur un échec? Je ne sais pas si tu peux en parler, là, mais tu sais. Tu peux me demander ce que tu veux. On verra ce que tu veux dire après. L'idée de Picnic Panic au début. Excuse, si la question n'est pas finie, vas-y. En fait, la question, c'est quand est-ce que vous vous dites en tant qu'équipe, OK, c'est assez de travailler sur ce projet-là, puis on part sur quelque chose de complètement nouveau. Ma question, on va dire mon premier volet à ma question. OK, la façon qu'on a fait ça, puis ça, je te dirais que cette partie-là était honnêtement un peu moins prévue parce que, tu sais, tu pars ton studio, tu fais ton indie game, puis ton guess, c'est que si t'en vends 150 puis tu as un bon commentaire, t'es comme, hey, c'est le plus gros chèque de paye que j'ai jamais reçu. Il y a quelqu'un, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on a mis le meilleur effort qu'on pouvait puis qu'on croyait au projet, mais on a quand même été surpris du fait que c'est devenu plus gros que nous très rapidement. Puis là, la question, c'est devenu, bon, ben, qu'est-ce qu'on veut faire avec ces moyens-là? C'est clair qu'on veut raconter plus d'histoires, faire plus de jeux, continuer de travailler ensemble, grossir l'équipe. Parce que pendant cette carrière-là, on rencontre plein de monde. Puis avec une équipe de 6-7, on n'avait pas toute la team qu'on rêvait avoir à la fin. Puis un projet comme Sea of Stars, ça demande aussi une plus grosse équipe. Fait que nous, notre espèce de récompense, là, c'était on fait notre platformer, on le fait comme du monde. Puis ça fonctionne, on va faire un RPG ensemble. Quand on est arrivé, en fait, ça a été comme un interprojet. Moi, narrativement, parce qu'il y a beaucoup de ça qui est comme établi à l'avance là, sur ce qui se passe dans cet univers-là. Picnic Panic, en fait, c'était le premier chapitre d'une trilogie qu'on aurait pu faire en DLC. Mais il y avait un souhait de changer un peu, de changer d'air, mettons, en production. Puis le fit était là aussi. Ce qu'on a fait, c'est qu'en interprojet, là, après avoir lancé Messenger, premièrement, on a fermé le studio pendant un mois, tout le monde en vacances, on en a donné en masse, fait que c'est le temps d'en profiter. On s'est fait un petit voyage à Seattle pour faire notre partie de lancement. Après ça, on a fait un summit, dans le fond. Là. Fait qu'on s'est tous rencontrés pendant une semaine. On s'est loué un endroit, on a retrouvé toute l'équipe après le mois off. Puis là, dans le fond, moi, à ce moment-là, j'ai fait comme un espèce de workshop, là, une espèce d'atelier de travail où le pitch allait être le DLC Picnic Panic et également Sea of Stars, qui est la prochaine grosse production. C'est ce que ça l'a permis de faire, parce que là, le studio avait déjà grossi en fonction de ce prochain projet-là. Ouais. Tu peux pas juste dire, on commence à faire un RPG qui se produit à 24 personnes. Il n'y a pas 24 personnes qui ont de la job jour 1. Là, parce que là, il faut tout déterminer plein d'affaires, la caméra, l'éclairage, le rendu, les métriques de level design, les idées en gameplay, le flow de tout ça. Il y a énormément de job à faire. Le sound designer ne commence pas à faire des pas sur le métal. On ne sait même pas encore s'il y a du métal. Fait que, ça, c'est comme venu permettre, on a comme divisé un peu le studio en deux équipes. Fait qu'on avait une équipe qui était en production sur le DLC Picnic Panic, qui est une quantité de contenu vraiment plus petite comparée à Messenger, qui est juste un slice de ça. Mais la Bible, un peu comme on dit, est toute déjà établie. On ne se pose plus aucune question, c'est plus de l'exécution. Après ça, on se questionne quand même comment le faire, comment le revamper puis le rendre intéressant.
Mais on était capable d'avoir une équipe qui travaillait focus là-dessus. Puis après ça, on a divisé avec une équipe qui était plus en pré-production, en R&D, recherche et développement. Fait que notre système d'éclairage dynamique, tous ces trucs-là. Fait qu'on, les outils aussi de level design qu'on allait utiliser, les irritants qu'on avait notés pendant Messenger, qu'on voulait updater dans nos plugins, des trucs comme ça. Fait qu'on s'est donné, là, en fait, il y a quasiment eu un an là, avant que le studio transitionne au complet sur Sea of Stars. Fait que la réponse là, à la question, c'est ça. Là, c'est qu'en inter-projet, il y a comme eu un moment où c'était comme voici le DLC qui occupe ceux, parce qu'on n'est pas le studio qui veut juste renvoyer le monde quand il y a moins de job. Là, fait que donc, ça occupe. C'était aussi un move de fan service. On l'a fait gratuit, là, le DLC. OK. Comme remercier l'accueil qu'on avait reçu de la communauté. C'est ça. Fait que là, ça l'a occupé juste le temps que la pré-production soit assez avancée pour qu'on puisse s'occuper plus de c'est tous des projets. Des fois, nous, on voit ça en tant que spectateur et audience. C'est tous des projets très séparés, mais la gestion de projet là-dedans, c'est des jalons qui se superposent. Puis bon, pendant ce temps-là, tu commences à dégager des ressources ou à en remettre d'une place à l'autre. C'est super intéressant, ça. Ben oui. Puis quand tu n'es pas un Ubisoft, tu sais, qui a 12 projets en même temps, tout à des states différents, c'est comme, viens faire des arbres 2 semaines, c'est correct. Là, nous autres, c'est comme, il y a juste ça. Ouais. Mais ça montre c'est un bel exemple de Ubisoft, les grandes entreprises, comme ça, tout le monde fait tellement un truc spécifique que tout le monde travaille un peu, on va dire, en silo sur, la personne fait, on dit souvent la joke de la personne qui fait des arbres, la personne qui fait des cheveux, tu sais. Mais veux pas, c'est quand même un peu ça. Les gens ont une spécialité, puis peu importe le projet, c'est la personne qui va être attitrée à faire ce truc-là ou cette programmation-là pour peu importe les projets. Vous, c'est vraiment plus un système par projet, on va dire, où les gens sont dédiés à un projet spécifique jusqu'à sa fin. Oui, exact. Ouais, c'est ça. Fait que, c'est sûr que les artistes d'environnement demeurent les artistes d'environnement, mais on n'a pas. OK, toi, tu fais des poignées d'épée, tu sais, faut le faire. Puis après ça, tu vas sur l'autre projet faire des poignées d'épée, mais c'est des pirates à la place de. Fait que non, c'est ça. Fait que c'est vraiment une autre approche, en fait, à la carrière puis à comment on veut développer notre discipline. Est-ce qu'on veut vraiment. Parce qu'en même temps, d'un autre côté, on ne sera jamais hyper spécialisé pour faire de quoi de vraiment réaliste, là, qu'on a tellement poussé parce qu'on l'a super questionné. C'est plus large un peu, mettons. Mais c'est le défi qui nous intéresse. Ben oui, c'est clair. Puis c'en est un méchant bout. Parlant de beaux défis, The Messenger a été un succès. Là, vous avez lancé votre campagne Kickstarter pour Sea of Stars. Campagne Kickstarter qui a atteint son objectif en moins de 24 heures. Puis qui l'a quoi? Je pense que c'était x10. Atteint l'objectif, vous avez atteint. C'était quoi? En tout, combien vous avez atteint cette campagne-là en dollars canadiens? On a 1,6 million. 1,6 million, qui en faisait, je crois, la plus grosse campagne de jeux vidéo au Canada. Ouais. Donc, cette validation du public-là, après ça, le succès de Messenger, il y a des attentes, on va se le dire. Les gens sont hypés. Jusqu'à maintenant, vous maintenez bien ces attentes-là avec tout ce que vous faites. Moi, je suis ça, les GIFs, les vidéos que vous sortez, comment vous appelez ça, quand vous montrez différents caractères design là, que vous affichez, ça vend quelque chose de beau. Moi, je ne suis pas un grand joueur de RPG dans la vie, turn-based, un truc comme ça, mais Christy, c'est clair que je vais y jouer. Comment vous êtes capable de... Comment vous vivez ça, en fait, de devoir supporter ça? Est-ce que c'est stressant, des fois, d'avoir toute cette pression-là des attentes des gens sur votre projet? Ben, c'est que la pression est séparée, mettons. Tu sais, comme là, on a, justement, mon partner Phil, lui, il est vraiment là comme, il est producteur exécutif aussi, fait que, il s'occupe, dans tout ce qui est les trucs de budget, tout ça, on regarde ensemble, la gestion de production, des affaires comme ça. Mais il est aussi directeur du marketing, t'sais. Puis c'est pas, ça, c'est un choix, nous, qu'on a fait vraiment tôt, en fait, avant le début du Kickstarter, qui était, on va vraiment dédier des ressources à temps plein, mettons, à tout ce qui est marketing, à tout ce qui est PR, à tout ce qui est exposition, parce que, puis on le voyait pendant Messenger, on sent qu'il y avait comme un potentiel qui n'était pas atteint parce qu'on ne parlait pas assez du jeu. Mais quand tu es en production, tu vas dire je vais lâcher ça pour sortir un GIF, pour essayer de faire trender ça quand je ne suis pas les trends, pas en tout. C'est ça. Fait que là, on a comme une petite équipe qui est assignée à ça, dans le fond. Fait qu'on a Phil, on a Matt qui est 100% community management, customer service. Lui, c'est 100%. Là, il est zéro en production, des trucs comme ça. Fait que lui, tout ce qu'il fait à temps plein, c'est penser à des stratégies. On commence à faire TikTok. Hey, je pourrais faire une entrevue avec notre compositeur pour faire une espèce de post sur notre site web pour parler de sa démarche, mettons. Après ça, c'est tout ce qui rentre en message de Hey, là, j'ai pre-orderé un physique, mais là, c'est correct, vous venez d'annoncer Switch, mais là, je vais être sûr que je n'ai pas payé ça. Ça prend quelqu'un qui répond à ça. Puis on a fait le choix de ne pas automatiser ça, de garder ça humain. Fait que ce que ça prend, c'est du monde à temps plein qui sont là-dessus. Fait en termes de pression, oui, c'est clair, il y a des gens qui
prennent cette pression-là, tu sais, mais ça demeure quand même leur focus et leur priorité. Fait que cette pression-là ne vient pas, mettons, impacter négativement les efforts de production qui ont déjà leur propre pression, qui sont déjà un truc en soi, mettons. Fait qu'on gère ces trucs-là en entier avec des gens appliqués pour pas que ça soit des afterthoughts un peu qu'on fait tout croche le vendredi, qu'on te donne juste une heure, puis des affaires comme ça. Là. Fait que tout ça aide parce que tous les points de contact avec le studio, que ce soit le site web, que ce soit tous ces trucs-là. On a un graphic designer à l'interne aussi qui fait nos sites et tout. Fait on s'assure d'avoir une unicité là, dans tout ce qui touche au studio, de près ou de loin, incluant les jeux, évidemment. Ouais. Parce qu'on veut dégager ça, que les gens, peu importe par où sont arrivés, pour être en contact avec nous, ils ont eu une bonne expérience. Ça m'amène à la prochaine question, en fait, qui est l'aspect humain. Oui, dans tes relations avec la clientèle, semble-t-il, mais on s'en était déjà parlé, puis c'est un truc que tu abordes des fois, de la philosophie punk. Dans la manière de gérer un studio, dans la philosophie punk, on parle de la dérision, là, détourner un peu les codes, puis là, c'est selon Wikipédia, là, je t'allais vérifier c'était quoi la philosophie. Mais aussi d'avoir un cadre de vie qui met le moins de restrictions possible, en fait, sur les individus. Là. Ça, c'est bien beau quand tu as un petit studio de 7, puis quand vous faites un petit projet, Messenger, c'est pas un petit projet, mais tu vois ce que je veux dire. Mais là, quand tu arrives dans un projet comme celui-là, est-ce que c'est difficile de maintenir cette volonté-là, de conserver cette espèce la vision indie, mais je pense que c'est plus que indie, là, ce que tu as, c'est vraiment une espèce de vision de famille, d'équipe, puis de mettre beaucoup d'emphase sur le plaisir des individus là-dedans. En tant qu'on va dire de président de sabotage, là, ça, de maintenir ça? Tu sais, j'ai un petit côté anarchiste, là, pas dans le sens que, mettons, je veux le chaos, là, mais dans le sens de un peu l'absence de hiérarchie, là, la notion que personne ne devrait régner sur qui que ce soit, mettons. D'ailleurs, c'est pour ça que notre logo, là, c'est le singe avec une couronne, là, parce que dans les jobs avant, on se faisait dire c'est de la job de singe, il fait ta job de singe, puis t'as les VP, puis t'as le monde qui font de l'overtime, puis moi, le but de sabotage, en fait, c'était ça, c'est on va casser ce modèle-là, on va couronner le singe, là, puis on va voir, parce que moi, mon guess, c'est que t'as besoin de moi plus que j'ai besoin de toi, puis on va juste s'entourer de monde. En termes de valeur punk, pour moi, c'est ça, en fait. C'est humilité et intégrité. Là, fait. Après ça, c'est ça, ça va bien. On veut être un gage de qualité, on travaille fort, mais c'est du travail d'équipe. Puis après ça, si on a une bonne réponse, après ça, on prend ça comme une responsabilité. Si on veut garder la tête froide, si on rencontre du monde qui capote, on s'assure de vraiment prendre le temps de leur parler. Là, hey, tu peux faire ça toi aussi, c'est cool. Là, on fait tout ce qu'on fait. Ça fait longtemps qu'on le fait. Je suis probablement plus vieux que tu penses. Commence pas à te comparer. Là, tu peux faire des affaires toi aussi. Puis, donc, c'est le message qu'on veut comme essayer d'amener. Là, C'est pas le côté punk, tu sais. Je veux dire, oui, on joue de la musique pour avoir des shows. Ben, ça reste là, mais oui, c'est plus à propos de ce mandat-là d'humilité, d'intégrité. Puis, à mon sens, le mandat de la mission punk, c'est plutôt de commenter le passage des symboles dans le temps. Mais c'est un autre débat culturel. C'est intéressant, ça. Je vais aller m'informer là-dessus. Puis même que vous recrutez un petit peu avec, vous avez ça en tête quand vous arrivez à agrandir l'équipe, vous voulez des gens que vous savez qui vont être en mesure de fitter là-dedans et d'être autonome dans cette espèce de, je vais dire un gros mot, cadre disciplinaire, dans le sens qu'il n'y en est comme pas un, mais qui est comme de s'auto-responsabiliser. Oui. Okay. On n'a pas d'horreur, on veut pas d'ego. Tout le monde est là pour vraiment se réaliser dans leur discipline respective. Puis là, on dit, ben check, on a un kiosque à telle place dans 3 mois, puis on ne veut pas avoir leur cave. Là. Bon, ben, si tu n'es pas là mercredi, on ne t'appellera pas, mais on s'attend quand même à ce que ton truc soit fait. Puis on s'entoure de gens qui ont cette drive-là, comme on dit. OK. On a abordé un petit peu ça tantôt, mais bon, il y a eu un changement de style là, entre The Messenger et Sea of Stars. Ça amène, j'imagine, un paquet de nouveaux défis puis de nouvelles manières de travailler peut-être un petit peu, puis de nouveaux outils à aborder. C'est quoi les défis que vous avez, peut-être qui vous a surpris ou que les gros défis que ça a amené de changer de style de jeu à ce point-là? Parce que vous aviez acquis de l'expérience en platformer, à Metroidvania un peu aussi, avec l'idée d'avoir un level design qui se révèle au fur et à mesure. Là, c'est différent quand même comme fil narratif. C'est quoi les défis que ça vous a fait? C'est clair. Ben, tu sais, un gros défi, c'est comme dur à dire. Là. Clairement, l'éclairage, tu sais, on s'est fait un système d'éclairage dynamique, là, passage du temps, du jour puis de la nuit, avec les ombres projetées puis tout. Le but, ça, c'était vraiment d'aller atteindre quelque chose. Tu sais, c'est ce qu'on va des fois appeler un peu comme une innovation rétro, mettons. Là. On veut faire une extrapolation de ce que le Super NES aurait pu devenir. On veut que ça continue de filer rétro,
mais qu'il y ait cette valeur ajoutée-là qui est comme, hey, ça se peut comme pas, ça feel vraiment spécial, mais on veut vraiment pas couper le fil. Tu sais. Un peu l'équivalent que dans Messenger. Excuse-moi, continue, excuse-moi. Ouais, non, vas-y. Ben, un peu comme Avec dans le Messenger, 16, quand vous passez de 8 au 16, c'était une innovation technique qui faisait en sorte que les gens, ça dit comme, ah, OK, c'est bon, il y a quelque chose que je n'avais pas vu venir là, à ce moment-là. Il y a quelque chose de plus, là, ouais. Mais c'est ça, puis ce qui est un défi qu'on a, dans le fond, puis là, c'est plus comme en réalisation, puis ce qu'on va appeler le game feel, maintenant, c'est. Parce que là, on peut y aller avec le plein power. Là, notre artiste technique, il a travaillé sur Shadow of Mordor dans le temps. Là, il a fait du AAA pour Warner, puis tout. Mais, fait que là, c'est de dire, OK, là, on veut un système de lighting dynamique. On sait que tu vas faire un backflip puis des tours de magie noire, mais il faut quand même que tu réussisses à contenir ça dans quelque chose qui est présenté d'une façon qui file avec assez de simplicité que l'illusion, mettons, parce qu'à la fin, c'est tout le temps une illusion, hein, c'est fait par ordi, le jeu n'existe jamais, mais le feeling, le space émotif dans lequel on veut inscrire l'expérience, on peut vraiment l'échapper facilement. Là, tu vas voir un tour de magie puis tu vois le fil, c'est comme, bon, ben, il l'évite pas. Là, fait que, là, après ça, bon, ben, est-ce qu'on veut avoir du blow? Mais parce que dans le post-process, on pourrait pousser, on pourrait faire un full jeu en 3D, c'est ça. Là, Fait que là, c'est tout le temps un peu d'essayer de garder ce lien-là un peu avec le senti. Là, on va dire, mettons, bon, ben, OK, est-ce qu'on va ajouter cet effet-là? Puis là, ah non, là, c'est trop. Là. J'ai plus l'impression d'avoir 10 ans, puis que mon cousin m'a donné une nouvelle cassette, puis qu'on joue jusqu'à 2 h du matin. Mais je ne peux pas nécessairement te dire pourquoi, mais je peux te dire que là, on vient d'ajouter l'affaire. C'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On peut garder le gauge là-dessus quand les possibilités sont infinies. Puis là, c'est de savoir comment on va se limiter, mais qu'il y a une impression de richesse quand même. Ça, c'est une job constante. OK. C'est intéressant. Puis, on parlait de défis qu'il y avait spécifiquement là-dedans, mais à l'inverse, y a-t-il des legs que dans Messenger, vous avez développé? Puis, tu sais, ça peut être, là, tu as parlé un peu tantôt que l'histoire, l'univers, c'est un peu une continuité de ça. Fait que oui, tu as construit depuis Messenger, tu ramènes, j'imagine, des petits éléments dans Sea of Stars, mais côté technique, y a-tu des équivalences? Y a-tu des blocs que tu pourrais dire, yes sir, je pogne ça, je le pitch dans Sea of Stars, puis ça marche tempête, let's go, c'est parti. J'imagine que on n'a pas. Ouais, non, pas vraiment. En termes du, mettons, character controller, qu'on va appeler, la grosse classe de 12 000 lignes qui gère toutes les jumps, les collisions, les grabs, ouais, ça c'est carrément une autre affaire parce qu'on est passé plus du side-scroll à un genre d'isométrie. Il y a aussi énormément plus de complexité parce que on a créé quelque chose qu'on peut s'accrocher, sauter en bas, passer une autre dans l'eau à différentes hauteurs, escalader, plein d'affaires comme ça. Fait qu'il y a plein de use cases qu'on n'avait pas. Mais il y a quand même une couple de trucs, mettons, exemple, qui sont plus à l'extérieur du gameplay. Là, exemple, la localisation. Mettons, bon, ben, on avait déjà une espèce de pipeline de comment passer nos affaires, puis après ça, intégrer ça rendu dans le game. C'est quoi le format de base dans lequel on fait nos trucs? C'est-tu Google Sheet? C'est-tu des affaires comme ça? Fait que, ou, exemple, tout ce qui est quel plugin prendre pour les contrôles, si on veut faire PlayStation, puis Xbox, puis Keyboard, puis le Steam Controller et tout. Comment on fait notre espèce de layer d'abstraction là-dessus. Il y a des trucs comme ça, les assets bundle, des affaires comme ça, plus proche de l'engin, mettons. Ça, oui, il y a de la réutilisation. Sinon, c'est sûr qu'en ton narratif, on est dans le même univers, fait que tout ce qu'on fait, c'est extrapoler un peu le même feeling. Okay. Mais sinon, en termes de, mettons, prog gameplay puis même visuel, là, à part qu'on est encore en pixel, c'est vraiment carrément d'autre chose. Il n'y a pas un personnage qui va revenir puis qu'on va dire, ah mon Dieu, c'est le même sprite, c'est le même sprite qui pop à quelque part, il n'y a pas ça. Là. Ouais, ben, des liens narratifs vers des personnages connus, ça c'est assez probable. Okay. Mais que ce soit exactement le même sprite, non, il n'y a aucune chance parce que c'est vraiment pas la même perspective. On est plus proche de l'isométrie. C'est ça. Okay. Il faut redessiner au complet. On n'est pas en 3D. Hein, on ne peut pas juste rotationner notre modèle. C'est place la caméra comme ça, c'est fini. Non? Tu ne peux pas dire, mais là, un peu plus petit, c'est redessiner au complet. Mais là, les IA sont sa veille de pouvoir faire ça. Lui, quelques années encore. Là, puis, quand vous avez fait votre campagne Kickstarter, je crois que c'est au moment où vous avez atteint votre objectif, qui était définitivement plus tôt que tout le monde croyait, à mon avis. Là, je crois que c'est à ce moment-là que vous avez annoncé la grosse nouvelle, qui était que vous alliez collaborer avec Yanusori Mitsuda, qui est le compositeur de la musique de, entre autres, Chrono Trigger et Xenogears. C'était bien ça, c'était l'annonce quand vous avez atteint votre objectif. En fait, on l'a fait. Je pense que c'était en mi-campagne qu'on avait fait ça pour avoir un beat parce que Phil, il y a énormément d'analyses d'autres campagnes qui se sont faites. Là, puis Phil, une affaire qu'il avait remarqué, c'est que souvent les campagnes, c'est malade au début,
puis il y a un petit rush à la fin, mais il y a souvent un très gros flat dans le milieu. Puis là, l'idée, c'était, mettons qu'on garde notre punch qu'on a ce gars-là, là, pour faire l'espèce de beat dans le milieu, ça va-tu nous faire de quoi de plus? Puis ça a vraiment fonctionné. Puis l'autre affaire aussi qui était safe avec ça, c'est que de ne pas l'avoir dit au début, on sait que c'est pas rien qu'à cause de lui que c'était à pogner. Fait que la partie de valider notre idée puis notre propre crédibilité en tant que studio, pour être sûr, parce que nous autres, on réinvestit tout de Messenger là-dedans. Là, ben oui. Fait qu'on a eu cette partie-là de OK, ça peut se tenir de lui-même, parfait. Puis là, après ça, on a de la valeur ajoutée. C'était comme le mix parfait. C'était-tu une espèce de. Ça aurait pu-tu être risqué de le mettre là? Mettons qu'on voit que bon, les statistiques montrent qu'une campagne, tu as un creux entre les deux, puis que tu annonces ton truc là, ça aurait-tu pu faire patate à cause que tu le mets, tu l'annonces à ce moment-là? Mais en même temps, c'était quand même tellement une grosse nouvelle que c'était difficile ça allait failer. Là. Ouais, le graphe répond très clairement à ta question. ça l'a paru. Une petite vallée. Oh boy, c'est toi la montée. C'est parce qu'on sait, tu sais, on savait aussi que Sea of Stars, c'était une proposition. Les joueurs ont été brûlés souvent. Hey, on va te le faire, le turn-based RPG là, qui file un peu comme celle-là. Puis il y a souvent eu, tu sais, il y en a quelques-uns là, qui c'est comme ouais, c'est cool. Mais souvent, ça a été ah ouais, ils ont dit ça, mais là, finalement, tu sais, c'est un truc narratif qui dure juste 1h15, etc. Fait que d'aller chercher ce gars-là, tu sais. Puis honnêtement, on ne sait pas pourquoi il a accepté. Il a regardé ce qu'on avait, puis ça y a tenté. C'est ça ma question, en fait. C'est comment tu as fait, et pourquoi, tu sais. C'est sûr qu'il y en a cette proposition-là 3 fois par année minimum. Minimum. Je veux dire, il est légendaire pour ça si c'est pas par mois. Là. Fait que le fait qu'il ait dit oui à celle-là, nous, ça nous donnait comme un peu notre saut d'approbation. Parce que là, après ça, t'es blindé. Tu as quelqu'un qui commande sur Facebook, vous faites rien que copier l'autre. C'est comme, tu allais t'ostiner avec le gars qui a fait la musique qui dit que notre jeu est cool. T'sais. Fait que c'est comme, ça vient comme un peu vraiment, là, on maintient la bonne foi, le hype, c'est bon vraiment à tous les niveaux. Là, c'est un beat. C'est sûr qu'en production, pour la qualité du jeu, d'avoir quelqu'un de légendaire comme ça qui va apporter sa touche, c'est sûr qu'on fait un meilleur jeu, mais juste en termes de communication, c'est incroyable. Ah oui. Par rapport à. Tu demandais comment on l'a eu, là? Ouais. La réponse est tellement poche, là. Ouais, c'est ça. Hey, salut, man. Non. En fait, ça a juste été un email direct. Comme n'importe qui, il y a un site web, il a parti son studio, le studio a un site web avec une adresse courriel de contact. Puis ça a juste été un mail très poli, très respectueux, très humble. Écoute, on fait quelque chose, si tu as envie de le regarder, on serait hyper honoré. Inquiète-toi pas, le budget est là, mettons. Puis là, on a fait, il va-tu répondre? Puis là, on a commencé à communiquer avec son producteur, qui est comme le gars qui parle anglais, mettons, pour lui. Ouais. Puis là, on a développé un peu le modèle de quelle forme ça pourrait prendre, comment ça fonctionne et tout. Puis là, on y a pitché des versions vraiment early du jeu, des screenshots, des pitch decks de division. Puis, OK. Puis vous connaissez-tu déjà? Y avait-tu déjà entendu parler de Messenger, de sabotage? Non. Ça, je ne sais pas. Le statement qu'on a eu de lui, c'est que quand il l'a vu, sans savoir pourquoi il a senti qu'il voulait écrire de la musique pour le jeu. Ça, c'est ce qu'il a dit dans son communiqué de presse. Ouais. C'est bon, surtout tu parlais d'une émotion puis que tout doit rester bien, on va dire, accordé les uns avec les autres pour pas que ce soit too much. Si déjà dans des images comme ça, puis avec peut-être ta vidéo qui pitch un peu le projet, ça transcende ça, puis qu'on sent que c'est votre intention, c'est sûr que ça fait en sorte qu'il accepte. Justine, ça fait 30 minutes qu'on parle, moi puis Thierry. Je ne sais pas si tu avais des questions, mais j'ai encore d'autres questions qu'on peut aborder, mais je sais que tu voulais comme garder une période de questions pour les étudiants et étudiantes là, dans l'audience. Comment tu voyais ça? Moi, je n'ai pas envie de vous couper. Bon, trop intéressant. On va continuer. C'est bon. Là, j'ai pas vu de questions. Les gens, en tout cas, il y a Gabriel qui réagit beaucoup de façon, en tout cas, de façon très enthousiaste là, à toutes à votre discussion. À part quand est-ce que la représentation va être accessible? Je n'ai pas d'autres trucs, il n'y a pas de main levée, je vous laisse aller encore. Parfait. On va juste répéter là, pour ceux qui sont là. Si vous avez des questions spécifiques à Thierry, là, on va avoir du temps pour y répondre. Écrivez-les dans le chat, là, Justine, tu nous feras signe si jamais il y en a là, entre les questions. Sinon, moi, j'en avais une que je trouve pertinente dans le contexte où on est avec des étudiants universitaires qui étudient en conception, programmation de jeux vidéo. Je me demandais, toi qui es dans le milieu puis qui a décollé ton propre studio indie, mais qu'au-delà de ça, tu mets encore la main à la pâte un peu. Puis, y a-tu des éléments que tu te dis, ça, dans un programme en jeu vidéo, ils ne mettent pas assez l'emphase là-dessus. Puis quand tu arrives sur le milieu du travail, c'est genre un gros truc que tu te dis, ça, c'est faut que je l'apprenne maintenant, mais ça aurait été pertinent que je l'apprenne sur les bancs d'école, on va dire. Ouais. Mais tu sais, il y a une affaire que tu n'auras pas à l'école, je pense, c'est de comme shipper pour de vrai. Là.
Une fin de projet, là, moi, ça, ils n'en ont pas parlé pantoute. Ils nous ont jamais dit c'était quoi une fin de projet, mettons. OK. Un crush. Ouais, ben, il y a le fait que là, tu commences à voir tous les défauts, tu veux tout arranger, tu veux fou, il y a ça. Mais il y a aussi le deuil, là, parce que tu es en hyper focus, tu l'aimes ton projet, tu y crois, puis il y a le moment où tu lâches ça, puis tu le laisses aller, puis là, tu es comme. Le monde, ils vont-tu le voir, ils vont-tu comprendre, ils vont-tu le juger, ça va-tu être fair, ils vont-tu. Parce que le monde, il voit pas, là. Genre, ouais, je suis d'accord avec toi, là, qu'il y a telle affaire, là, mais toi, t'as-tu 40 000 $ de plus, pas moi, là. Tu sais, puis tout ce que t'entends, t'es comme, hey, non seulement je le sais, mais je sais aussi les 10 000 affaires que vous verrez jamais, mettons. Ah oui. Puis c'était cette espèce d'espoir-là où t'es tellement proche à un moment donné, puis c'est comme. Écoute, c'est la forme que ça a pris, l'expression a eu lieu, mettons, puis on va juste réessayer plus fort le coup d'après avec ce qu'on a appris, mais de laisser vivre ça, puis l'espoir que ça va être reçu. T'sais. Sinon, moi, l'autre affaire, par rapport à la programmation plus spécifiquement, là, un truc que j'ai remarqué, moi, j'ai été gameplay programmeur, j'ai fait ça pendant 8 ans. Là, puis un truc que j'ai remarqué, là, c'est qu'il n'y avait pas de compréhension de la granularité des rôles à l'intérieur de la programmation, mettons, par les RH dans un gros studio. Okay. C'est entendu, mais mettons, t'es artiste, là. Tout le monde va comprendre, genre, bon, OK, travailles-tu en illustration, en animation, en texture, en modeling? Ah, t'es-tu un peu plus technique, tu veux faire du rigging? Tu veux te spécialiser en éclairage? C'est compris, tu sais. Ils diront jamais, mettons, oh, il manque un artiste dans l'environnement, pogne la personne qui fait des interfaces, un artiste, let's go, même vitesse, même affaire. C'est entendu que c'est des disciplines entières, mettons. En programmation, c'est juste mon expérience à moi, là, mais c'était tout plus comme un gros blob, mettons. Là. Il allait dire, plug du UI, là, tu focuses là-dessus, tu es comme, OK, je commence à développer des méthodes, une communication avec l'autre département, c'est cool, là, je commence à avoir des idées pour faire des tools. Là, c'est comme, hey, va faire du back-end, va plugger des trucs dans BD, puis va régler un bug de serveur. T'es comme, j'ai jamais touché à ça. Ça m'intéresse, mais là, c'était comme, ben, c'est un programmeur, c'est un programmeur, mettons. Tu devrais être capable de faire tout ça, ben oui. Ouais, c'est ça. Puis, moi, ce que j'ai vu vraiment rapidement, là, j'ai trouvé énormément de valeur à, mettons, me dire moi-même, OK, dans toutes les disciplines de la programmation, moi, j'ai envie de focusser laquelle. T'sais. Moi, c'était gameplay parce que je voulais devenir directeur créatif, game designer et tout. Là. Fait que j'ai décidé de prendre un focus gameplay vraiment tôt, puis je me suis mis à le nommer. T'sais. Fait que quand je me faisais donner des mandats, j'étais comme, ah non, moi, c'est vraiment le gameplay. Là. Tu peux-tu me donner le minigame à la place? Là? Je vais le pogner ton affaire si tu veux, mais puis, là, après ça, c'est de gager en temps réel l'espèce de limite que tu peux avoir là-dedans. Et après ça, dans les reviews annuelles, d'aller nommer, ils vont te demander, ouais, c'est quoi ton plan sur tant de temps? Puis on sait jamais quoi dire. Là. Comme, ben, si tu sais la discipline, là, tu veux être programmeur d'engin? Est-ce que tu t'intéresses à l'audio, mettons? Tu veux-tu gosser avec le VR? Peu importe. C'est de nommer, mettons, ces affaires-là pour se spécialiser après, parce que c'est vraiment avec une spécialité après ça qu'on a, que ce soit la sécurité d'emploi ou les opportunités ou des trucs comme ça. Là, parce qu'il y a un généraliste, il y en a qui s'intéressent pour vrai, là, mais on est tous traités comme des généralistes par défaut si on ne se spécialise pas, si on ne le nomme pas nous-mêmes. Là. Puis autant dans les grosses industries que dans des fois les plus petits studios, là, c'est une généralité que tu as perçue. Oui, encore une fois, c'est vraiment juste mon expérience à moi. J'ai pas fait beaucoup de studios, là, j'en ai fait 2. Okay. C'était vraiment sur un modèle plus en service, mettons, avec des clients. Là. Mais c'est sûr que si tu vas travailler dans un AAA, tu vas chez un Ubisoft, ça se passera pas comme ça. Tu as des leads sur chaque département, puis c'est bien entendu, puis à l'entrée, ils vont te demander ce qui t'intéresse, mettons. OK. Une question qu'on avait sortie aussi, qu'on se demandait, là, comment vous faites pour définir le prix de vente d'un projet comme ça? Parce qu'il y a parce que là, c'est marketing. Après, vous avez des publishers. Là, je ne sais pas si pour Sea of Stars, il y a l'intention d'avoir un publisher aussi. On publie nous-mêmes, oui. OK, là, vous self-publish. OK. Ouais. On a eu du financement quand même, mais c'est pas un publisher, c'est un investisseur. Ouais. OK, quand même. Parce qu'on voulait le contrôle à 100%, en fait. Là. OK. Puis là, aussi, tu as l'équipe, comme tu parles. C'est la première fois que vous n'avez peut-être pas toute l'équipe marketing dont tu me parlais tout à l'heure. Ce qui fait que le publisher dans cet univers-là, parce que nous, avec Totema, c'est un peu les mêmes questions qu'on a. On n'a pas non plus on n'est pas une grosse équipe. Là. Mais vous autres, dans le fond, c'est parce que vous avez maintenant une équipe qui s'occupe plus spécifiquement du marketing que vous avez pu vous dire, bon, ben, je m'auto-publish. Ouais, on a vraiment, on a Phil et Matt là, qui sont vraiment, leur priorité, mettons, c'est vraiment le marketing. Okay. Puis on a un autre gars, on a Gibbs aussi, qui lui, il a plus un profil graphique designer. Là, fait que lui, il vient comme supporter tous les assets qu'on a besoin de produire de promotion. Puis ça, c'est vraiment une petite équipe qui est capable d'opérer, mettons,
100% en loop fermé selon les besoins qui fluctuent. OK. Puis peu importe les problèmes de prod, ça ne vient pas impacter. Ça, pour nous autres, c'est super important. OK. On ne self-publisherait pas sans ça. Là. OK. Les studios, il y en a qui essayent, là, puis ils arrivent à la fin, puis c'est quand même un peu, il faut traduire tout ça, faut passer notre certification sur PlayStation, sur Xbox. Je ne le savais pas, moi, qu'il y a tellement de problèmes qui rentrent. Là, juste les dashboards pour uploader ta game, c'est tellement compliqué. Il y a plein d'intervenants. C'est des threads de 50 les assets pour les stores. Nous autres, on capotait quand on a vu sur PlayStation. On était comme, oh mon Dieu, c'est tellement plus pareil que toutes les autres. Ah oui, non, c'est ça. Ben, puis juste, comme là, on a eu notre reveal de Switch qui faisait qu'on allait juste avoir notre store page. Là. Le jeu n'est pas sur la Switch encore. Là. On a juste annoncé que ça allait sortir sur Switch. Puis on est juste sur la store page de Nintendo. Rien que ça, je pense que Phil il a été là-dessus, genre plein temps, là, 3 semaines straight. Là. OK, c'est ça l'icône, c'est ça l'affaire. Ouais. Hey, man, il t'a envoyé des curveballs. On était la veille de l'événement. Là. Puis là, la fille a dit hey, notre légal vient de poker, avez-vous passé le test d'épilepsie pour votre trailer? Le fil, il est comme, il demande une certification, il est comme, j'ai jamais entendu ce mot-là, il se met à essayer de catcher ça. Maintenant, il trouve un truc en ligne que tu uploads ton vidéo, ça check pour toi, puis ça te donne une garantie électronique. Là, il est comme, c'est-tu correct? Ils sont comme, ouais, merci, on est comme, OK, alright, c'était rien que ça, mais il y a plein de trucs comme ça qui arrivent, tu sais, que un publisher, oui, va juste tout rapper dans son affaire, il est comme, envoie-moi ton trailer, puis t'as pas besoin de parler de rien d'autre avec. Okay. Et nous, on a fait ce choix-là, dans le fond, de vraiment y aller avec tous les efforts parce que ça nous donne aussi tous les leviers après. T'sais. Parce que là, sur le dashboard, mettons, Messenger, on avait un éditeur. Super bonne expérience d'ailleurs avec l'éditeur, on le referait. Là. Je pense que c'est bon de publier une fois parce que le publisher amène un fanbase à ton jeu puis t'apprends la partie en dehors de la prod que tu comprends pas. Mais après, de le faire toi-même, ça te donne vraiment le contrôle, de dire on va dans le dashboard, on voit les unités vendues. Je peux pas. Tu peux pas aller me loguer sur le dashboard de Nintendo puis checker Messenger comment ça a été en fin de semaine. Non. Il faut que j'écrive à l'éditeur, dire hey, what's up, qu'est-ce qui se passe? Puis espérer qu'il répond puis qu'il nous dise le vrai chiffre. Oui, c'est ça, il y a une relation de confiance qui est comme. Mais ça donne que nous, on était avec Devolver, fait que c'est très humain, très. C'est professionnel, mais c'est très familier aussi. Fait qu'on est vraiment chanceux là-dessus. Mais il y a du monde qui n'ont pas des super bonnes expériences, mettons, avec ces layers-là. Et nous, c'est surtout après que si on pense à la longévité, mettons, là, si on pense, mettons, à pérennité plus au long terme de nos jeux, là, ben là, tu vois, c'est pas nous autres l'éditeur là, pour Messenger. Fait qu'on peut pas le mettre en vente nous-mêmes. On peut pas faire un bundle avec Sea of Stars jusqu'on vend les 2 jeux, mettons. On peut pas dire pre-order Sea of Stars, je vais te donner un Messenger tout de suite. Il y a plein d'affaires comme ça. On ne peut pas dire j'envoie une push notification à tout le monde sur Switch qui avait acheté Messenger. Okay. Parce que c'est pas nous qui a le contrôle là-dessus, dans le fond. T'sais. Fait que si on pense au long terme, puis il y a un publisher qui a même une cote là-dessus, si toi tu veux garder Messenger en vie, qu'il y a une nouvelle patch dans 3 ans, sortir 4 levels, faut-tu investir tout ça pour te donner une cote à quelqu'un? Ouais. Tu ne vas pas non plus lui proposer de réinvestir. Il est comme moi, je suis en train de faire d'autres choses qui est cool cette année à la place. T'sais. Fait que la notion de business sense, de quoi intéresse qui, mettons, là? Ben, nous, d'avoir juste 100% contrôle sur nos affaires puis de garder nos jeux en vie nous-mêmes parce que c'est nous que ça intéresse, ça nous parlait plus. C'est pour ça qu'on a fait ce choix-là, entre autres. Puis, là, j'ai une question, c'est peut-être juste pour moi, en fait, mais j'ai de la misère à voir la différence entre un publisher et un éditeur. C'est quoi, en fait? Éditeur, c'est le mot français. Ah, parfait, c'est la même affaire. OK, c'est good. Je me demandais, c'était comme là, je me disais, il ne te reste plus beaucoup de pourcentage de revenus sur ton projet, c'est en plus, il y a un éditeur, un publisher. OK, c'est le même. C'est le même. Publisher, ouais. OK. Autre question qu'on avait mis en rafale, là, moi et Lino, là, quand on préparait la liste de questions, là, on avait beaucoup aimé la version traduite en québécois de Messenger. Puis on se demandait si c'était. Parce que là, on s'entend que le côté narratif, c'est pas mal plus, j'imagine, de texte quand tu es en ligne dans un RPG que dans un Metroidvania, plateformeur comme le Messenger. Est-ce que tu te mets quand même une espèce de. Tu vas aller t'isoler dans un chalet pendant 1 mois pour faire la traduction québécoise de Sea of Stars? Il va falloir. Oui. Le truc que je ne sais pas, c'est est-ce que ça va être là, mettons, au launch? Là? Ouais. Parce que ça se peut que toutes les autres réalités autour, de balancer à la game, travailler sur tous les bugs, faire la tournée de presse, tout ça, peut-être que ça va falloir que ça prenne un beat. Là. Mais oui, le souhait, c'est que c'est sûr que ça prend la version jouale, écrite 1 mot à la fois avec toutes les expressions. Puis, puis il y a même des moments qui ont été pensés pour être meilleurs en québécois. Là. Ah, excellent. Moi, j'avais tellement ri là, quand on mourait dans Messenger. Puis là, Gibble, il disait viens voir, tu sais, il disait comme moi, ça me faisait. Je fais ça malade. Là, le jeu sort j'ai vu ça tantôt là, en regardant un peu vos pages Facebook et Insta, là, au Fête 2022, Sea of Stars. Sur Nintendo Switch, là, c'est la date pour Nintendo. Est-ce que le lancement
se passe sur toutes les plateformes simultanément ou vous avez une espèce de time? On n'a pas fini d'annoncer les plateformes, mais toutes les plateformes qui vont être annoncées, c'est toutes des one. Nous autres, c'est ce qu'on appelle le SimShip, là, comme tu sais. Là. Fait que nous autres, le but, c'est vraiment de faire le SimShip, en fait. Là. C'est sûr que c'est plus de job un peu, mais en même temps, on n'a pas le jeu qui a de la misère à runner à 30 FPS sur PS5 qu'il va falloir optimiser. On travaille pour Switch en priorité. Fait qu'après ça, tu pitches ça sur PS4 puis il n'y a rien. Ça devrait marcher. Mettons qu'on voudrait le faire, là, c'est ça. Là. Fait que, on est en train de regarder les plateformes qu'on veut rajouter, si on veut en rajouter et tout. Là, mais on sait qu'en faisant Switch en priorité, là, on est Switch PC, mettons de confirmer. On sait que le défi sur le reste, si on choisit de le faire, va être assez. Avec Unity qui est super portable, tu builds pour l'autre, tu fais ton QA. Oui, c'est ça. C'est pas une question que j'avais. Vous êtes avec Unity comme engin pour un deuxième projet, en fait. L'autre aussi, c'était avec Unity de Messenger. Puis... Ouais, on a trop de knowledge là, dans l'équipe. Tout le monde pour switcher vers autre chose ou quasiment 10 ans, là, c'est ça. Un moment donné, on travaille pour que ça se passe bien et qu'on ait du plaisir à travailler parce que des fois, de changer tout ça, ça peut que tu peux avoir des surprises puis aimer ta semaine. C'est aussi que si on poussait, si on était vraiment là, hey, on va faire le meilleur jeu de physique de liquide avec la lumière et la poussière à travers, puis triple A qui tousse sur PS5. Là, OK, ça prendrait probablement Unreal pour pousser à ce point-là à cause des soucis d'optimisation. Ça reste que dans le créneau assez rétro, c'est rare qu'on va pogner la limite technique de ce que l'engin peut faire. Là. Puis de créer votre propre engin, c'est pas pertinent dans le sens que vous avez l'air de vouloir explorer différentes avenues de style. Fait que ça serait une perte de temps de travailler là-dessus. On peut faire des jeux, pas du middleware. Ouais, c'est ça. Puis est-ce que dans votre. Là, la date, les fêtes 2022, est-ce que c'est. Parce que moi, j'ai fait un peu de gestion de projet à l'université dans mes cours. Là. Est-ce que ça, c'est la date que vous aviez prévue au début puis que vous avez réussi à maintenir ça? Est-ce que quand vous avez fait votre Kickstarter, par exemple, vous aviez déjà annoncé une date de sortie ou c'est... On filait que 2022, c'était comme... Ça rentre, là. Mais après ça, on s'est dit, on va quand même prendre ça comme ça va, mettons, parce que le seul truc sur lequel on ne va pas compromettre, c'est la qualité. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse le jeu émerger. On a vu des opportunités de faire plus de mécanique, plus de side quest, avoir un minigame, des trucs comme ça. Au lieu de repousser le délai du jeu, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher plus de financement et on a grossi l'équipe. Mais là, on ne veut plus grossir l'équipe plus. Fait que si on atteint un point où, mettons, on fait comme, OK, on ne peut pas faire le meilleur jeu possible dans le timeline qu'on a, on va simplement repousser. Mais c'est pas là qu'on est en ce moment. Le meilleur guess qu'on a, c'est à peu près les fêtes 2022. OK. Qui arrive quand même assez vite, n'empêche. Oui, oui. Moins d'un an, mais c'est cool. Ouais. Moi, j'ai fait le tour de nos questions. J'en ai-tu d'autres, moi, qui me viennent en tête? Sinon, dans la suite des gens qui nous... des questions. À quel point vous modifiez Unity? Ouais. À quel point vous modifiez Unity Editor pour vos projets, les outils, les automatisations, des différents plugins connexes que vous rajoutez dedans, ou vous êtes assez, mettons, dans la version, je ne sais plus si on est rendu à quelle version, puis vous restez suel, puis c'est tout. Oui, on suit beaucoup les updates parce que souvent, beaucoup à cause de ce qu'on fait en TechArt, en prographique de rendu, on voit des nouvelles fonctionnalités qui viennent enabler, que c'est comme aïe, là, à ce temps, nos shadows vont prendre la moitié du jus que ça prenait. Okay. Fait on suit ces updates-là, puis on parle à Unity aussi, des fois on pousse pour faire prioriser des bugs puis des trucs comme ça, là, parce qu'on a la chance d'avoir une production qui est quand même assez high profile, mettons. Là, fait que ça vient avec un petit peu pas de poids, mais un petit peu d'influence. Mettons, on dirait, pouvez-vous checker ça? Fait que c'est ça, on prend les updates quand on en a besoin. On utilise quand même pas mal de plugins ou de tools externes. Par exemple, on travaille avec Wise, WWise, pour tout ce qui est audio, faire toutes nos ambiances, parce que la musique transitionne jour-nuit, puis tout ces trucs-là. Notre gars de son travaille là-dedans beaucoup. On a des plugins pour, mettons, les contrôleurs. Là, on ne veut pas coder à mitaine. La contrôleur mettons, de Xbox sur PC, pour ceux qui jouent sur PC, prendre le contrôleur de base. Là, après ça, keyboard, mouse, tous ces trucs-là. On a tout un wrapper qui nous permet facilement de faire ça. Après ça, on a des trucs qu'on prend pour nos text fields, des trucs d'interface. Puis aussi, tout notre level editor, c'est comme basé sur un truc qui nous permet de tout placer nos trucs un peu en taille, placer les objets, tous ces trucs-là. Là. Fait que oui, on fait beaucoup de développement de tools à l'interne. On a un gars qui est comme là, environ 80% de son temps, c'est vraiment les tools et le maintien des tools. Ouais, c'est vraiment important. Là. OK.
Très cool. Et j'avais-tu d'autres questions dans le chat? Allez, gênez-vous pas, là. On a une belle occasion de parler avec Thierry. Là, ben, ton outil pour souhaitez-vous rester sur des styles pixel art ou partir dans d'autres styles graphiques peut-être un jour? Là? Je sais que toi, tu marches beaucoup avec cette espèce de nostalgie-là, là, quand ça t'appelle. Ouais. C'est pixel art à fond. Là. On veut être le studio qui sort du pixel art et qui trouve le juste milieu entre rétro et moderne. C'est pas dit qu'on fera jamais un low poly 3D truc là, si jamais tout le monde a vraiment envie de ça. Ouais. Mais comme c'est là, ça ne file pas pantoute qu'on a épuisé notre drive dans le médium actuel. Question, je ne sais pas si tu le sais, tu as plus en équipe d'artistes, mais à quel échelle ils travaillent pour leur création? C'est-tu Asprite ou Oui, on travaille beaucoup dans Asprite puis avec Pixel Edit. Je pense qu'à cette heure, c'est Pixel Edit. OK. De mémoire. Mais ouais, ils prennent Sprite aussi. Puis il y en a qui sont un petit peu dans Photoshop. Tu sais, comme les trucs qui ne sont pas nécessairement de l'animation. Ouais. OK. Mettons l'environnement. Un buisson, là, ouais, c'est ça. Ou mettons une illustration d'une salade que tu peux cuisiner et acheter au magasin. Mettons, là, ça peut être direct dans Photoshop aussi. Là. OK. Ouais. Super. Il y avait une autre question de Gabriel. Oui, excuse-moi. Il y avait une autre question de Gabriel aussi, un peu plus haut. Oui, pour quelqu'un qui veut se partir un indie dans un futur proche ou lointain, as-tu des recommandations? Exemple, un chemin de travail, travailler 70 heures par semaine là-dessus. C'est quoi ta sagesse, là? Sensei Thierry, là. Il y a quelqu'un qui veut se décoller un studio indie, là. Ben, ça dépend, la question est vraiment large parce que, tu sais, moi, je peux dire qui a marché pour moi, mais ça ne veut pas dire que c'est la façon de le faire marcher 7 ans après. Puis ça ne veut pas dire non plus que. Il y a énormément de variables. Là. Moi, l'affaire, c'est que si tu vas regretter de ne pas l'avoir fait, fais-le. Ça c'est clair. Moi, au début, là, c'était ça, j'avais trop de frustration à ma job. Puis je me disais, je vais m'essayer. Puis en chemin, je vais m'enfarger, puis je vais comprendre pourquoi ça me prend un boss. Fait que je vais regarder de retourner travailler sans être fâché tout le temps. Puis là, j'ai eu la chance que ça fonctionnait à la place. C'est correct. Mais cette approche-là de dire, est-ce que tu as une vision claire? Est-ce qu'il y a un projet que tu as besoin de faire? Est-ce qu'il y a une personne avec qui tu veux tellement travailler librement que tu as envie de faire un projet autour? Après ça, moi, l'approche de dire, je pense que 8 ans, c'est beaucoup, là, mais dans mon cas, ça a été 8 ans, mais de travailler pour un studio, là, faire des erreurs, apprendre, parler avec des leads, rencontrer du monde qui ont la même philosophie que toi, mettons. C'est con, mettons Mick, là, notre artiste d'environnement, là, lui, il est là depuis day one du prototype de Messenger, 1 an avec le studio existe. Je suis parti faire chauffer mon lunch un midi, je suis revenu, il y a du pixel art sur son écran, j'ai fait, c'est normal cool, tu trouves qu'il a fait ça, c'est un artiste 3D. Il dit, ouais, je tripe sur le pixel art, c'est pas, je n'ai pas de job là-dedans, ça me fait capoter, j'aimerais ça faire ça. Ben, coudonc, puis on est devenu chum, puis tranquillement, hey, tu sais, moi, j'ai cette idée-là, ben là, ça te triper. Ah ouais, on pourrait peut-être essayer, puis c'est comme ça que ça part, tu sais. Puis le côté de dire, tu rencontres du monde qui pense comme toi, mais qui ont les disciplines que tu n'as pas. Tu sais, là, vous êtes entouré de monde en conception et en programmation, c'est vraiment cool. Puis raffiner votre vision, trouver quelque chose de commun, tester votre vibe là-dedans, c'est important, mais vous ne connaîtrez peut-être pas de sound designer, tu sais. Ou de monde qui trippe ses interfaces, ou de monde qui s'intéresse au level design, au rythme dans le gameplay, des trucs comme ça. Fait que moi, dans un studio, c'est ça, on identifie le monde, on développe une éthique de travail, on rencontre du monde, puis tout ça, ça se fait sur le bras, entre guillemets, en étant payé pour être là, parce qu'on amène de la valeur quand même en faisant notre job. Moi, c'est comme ça que j'ai comme monté l'équipe avant de lancer le studio, en fait. C'est le premier projet. En partant sur le premier projet, ben, sur Messenger, c'était comme, on sait où on s'en va, parce qu'on a vraiment chipé beaucoup des projets. Là, avant, ensemble, là, ouais. Super, Lino, pardon. J'avais une autre question. Justine, est-ce que j'ai le temps de la lire? Ou Oui, absolument. Puis Lino avait la main levée aussi. Fait que, parfait. Je n'ai pas vu Lino. Lino, veux-tu que je lise la question de l'étudiant d'abord? Fais-moi signe avec ta caméra. C'est comme tu veux. Vas-y. Je vais lire la question. Peut-être que tu ne pourras pas y répondre non plus. Avez-vous déjà des idées, inspirations pour les projets qui vont suivre Sea of Stars? Si tu peux en parler. Je vois le regard, genre, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je ne peux pas dire? Je peux répondre oui. Là. Avez-vous des idées? Oui. Sans dire les idées, mais toujours dans le même univers. Mais comment tu décris cet univers-là? Parce que moi, malheureusement, je suis tellement poche dans les plateformeurs, Thierry. Je suis désolé. J'ai pas à me rendre plus loin que le tableau du marais là, dans The Messenger. C'est quand même bon. Merci. Comment je le décrirais? Ben, il n'y a pas, à part qu'un lien narratif, cet univers-là n'a pas vraiment de nom. Là. Mettons, Messenger, ça se passait, c'était comme post-apocalyptique, il y avait une inondation. Il restait juste une île qui dépassait de l'eau. Cette île-là avait une malédiction, puis là, un ninja se fait donner un parchemin, il pogne le parchemin, il traverse l'île, puis il faut que tu l'amènes en haut de la montagne.
Ça, c'était Messenger. Ça se passait sur juste une île. Là, on est comme en préquel, on recule de 100 000 ans. Là. Donc, c'est avant le gros flood. Fait que là, ben, il y a plein d'îles, en fait. Ça se passe dans une archipel. Fait que, on va se promener en bateau. Puis là, chacune des îles a comme son intrigue, son ton, son climat, etc. Puis ses personnages importants, ses donjons, puis ses boss. Là. Fait que bref, c'est ça, on recule avant cette inondation-là. Fait que là, ben, c'est sûr que pour les gens qui se demandent est-ce qu'on va revoir des personnages, c'est beaucoup avant. Mais on va donner des indices un peu parce qu'évidemment, une de ces îles-là pourrait être l'île qu'on voit dans Messenger. Ah ouais. C'est un peu déjà entendu par tout le monde qui s'est informé un peu sur le titre, qui s'est intéressé un peu au projet. Là, okay, c'est étant le même univers, puis avant ça, ça implique qu'à quelque part, il y a ça. Mais là, on ne le dit pas encore, puis on va voir si on fait quelque chose avec ça ou pas. Super. Lino, on va y aller. Lino, la question que tu voulais nous poser. Oui, j'aurais aimé ça, Thierry, que tu nous parles un petit peu des produits dérivés. OK, entre autres, vous allez sortir le vinyle puis tout ça. Comment vous gérez ça? Qui décide ça? Allez-vous sortir un art of puis des choses comme ça? Ou qui décide? Ah, moi, je fais une chip ou des choses de même, là? Ben, un artbook, on veut vraiment en faire un là, pour Sea of Stars. Là, vraiment sortir la compilation de tous les concept art, montrer tous les sprites, écrire un peu sur c'était quoi l'idée en arrière, comment ça a évolué, s'il y a un fun fact de comment ça s'est passé en production, des trucs comme ça. On est vraiment intéressé à faire ça. Les produits dérivés, là, en fait, c'est un mix la concern principale, c'est l'éco-responsabilité. Là. On veut pas printer 400 000 games que le monde n'a pas envie d'acheter, qui vont être chez Best Buy sur la tablette, mettons. Là, fait c'est pour ça que ce qu'on fait, c'est surtout du collector, mettons. Fait qu'on va faire affaire, on va dire, OK, là, on va vraiment sortir le jeu. Là, on a eu juste... c'était combien? On a eu 50, je pense. Mais là, c'était comme tu avais un katana en bois avec un parchemin roulé, avec un truc en peau de mouton qui rappe la game, mais qui est signé par toute l'équipe. T'sais. Ça, c'est le Hyper Collector. Ils sont numérotés, mettons, puis on sait que ça vend tout en dedans de 24 heures. Puis on aurait probablement pu en faire 4 fois plus, puis vendre de 3 quarts. Mais c'est pas ça l'idée. On est plus dans le côté premium, mettons, des choses. Puis tu sais, comme notre gilet baseball signature que Sam porte justement, là, ben ça, dans le fond, tu sais, nous, on fait affaire à quelqu'un qui est fait à l'ordre, mettons. T'sais. Fait qu'ils ne se gardent pas un stack de 20 000 de ça en attendant qu'ils sortent. Là. C'est comme quand ils sont commandés, ils sont printés. C'est la même affaire avec un truc comme un vinyle. Ben là, ça, c'est parce qu'on voulait vraiment célébrer notre musique, on voulait vraiment célébrer notre soundtrack. On voulait concrétiser ça, puis il y avait une demande. Fait qu'on a fait affaire avec IAM 8-Bit qui font des runs vraiment limités. T'sais. Qu'on sait que ça va tout se vendre au complet, dans le fond. T'sais. Puis là, après, on met sa qualité. On s'est pogné un bon administrateur qui fait des affiches de films, puis qui nous a fait notre ninja stylé devant la lune, puis tout. Puis on est comme, c'est un produit cool, tu sais. Ouais. Parce qu'il y a vraiment une demande quand les gens sont attachés, quand ils jouent, puis sont touchés par ce qu'on fait. On dirait qu'ils veulent comme pouvoir y toucher physiquement, là, tu sais. Puis on commence à entendre cette demande-là. Mais nous, c'est pas un truc qu'on considère qu'on va aller faire de la marge ou du profit sur ces trucs-là. C'est pas dans notre stratégie à ce niveau-là. Mettons, c'est vraiment plus une célébration puis une réponse à une demande. Mettons. Mais vraiment, notre truc, c'est de vendre des copies du jeu en numérique. Zéro footprint. Là. Dernière question. Merci. C'est Lino pour la question. Dernière petite question. Ben, je pense qu'on voulait finir à 1 heure. Justine, ça te va? Je prends la dernière question du chat. Elle me fait signe que oui, super. Question plus généraliste, puis presque philosophique, je te dirais. Là. Vu que vous êtes dans l'industrie du jeu vidéo, qu'est-ce que tu penses je la lis comme elle est écrite, là. Que pensez-vous de l'industrie du jeu vidéo de nos jours au niveau des petits versus les gros studios, les AAA, la place que chacun prend sur le marché, les parts de marché, etc. Es-tu optimiste? Es-tu pessimiste? Comment tu vois l'avenir ou le présent de tout ça? Ben, moi, je reste optimiste. Là. Il y a un de mes amis qui dit... c'est un game designer chez Ubisoft. Là. Puis à un moment donné, il parlait, lui, il disait qu'il était tanné d'entendre le débat, mettons, les jeux mobiles, ça marche-tu, les jeux VR, ça marche-tu. Lui, ce qu'il dit, c'est un jeu qui mise la qualité, là, qui est vraiment bien polished, que l'histoire est bonne pour vrai, là, ça marche tout le temps. T'sais. Peu importe ça va être quoi, les consoles, les budgets, les grosseurs de projets, mettons, ça va tout le temps être vrai, mettons, si tu mises là-dessus. T'sais. Puis, à ce sens-là, mettons, je pense que ce qu'on voit, mettons, c'est qu'il y a quand même un rôle. C'est pas que le rôle est donné, mettons, là, mais naturellement, l'indie va aller, risquer un peu plus, mettons, créativement. Parce qu'il n'y a pas de comité éditorial qui va juste dire non, là, tu shakes pas trop la formule parce qu'on a fait 9 millions d'units, puis là, il faut s'assurer de faire encore 9 millions d'units avec le prochain. Fait que, là, il y a des jeux que c'est quasiment juste on update le shader, c'est les cases de football, puis ça sort, mettons, mais. Il y a différents types de marchés pour ça, mettons, mais ce qui est plus jeu d'auteur, ce qu'on va voir justement
en indie pas mal plus. Je pense que c'est ça, la prise de risque va être là. Les trucs plus émotifs qui créent plus de connexions vont être là. Et c'est drôle parce qu'on voit aussi des indies prendre des risques puis des mécaniques ou des takeaway de design qui sont après ça appliqués dans des jeux AAA. Puis après, les jeux dans AAA, le R&D ben, des AAA. Parce que... oui, c'est ça. Mais moi, je vois pas ça comme une compétition, parce que tu vas prendre un jeu, prends mettons un Call of Duty, tu peux dire, ils font rien qu'ils mettent changer le shift, puis non, t'as peu, là. Il y a des milliers de personnes hyper passionnées qui parlent de ça, puis tu peux te dunker juste sur le tweet du VP qui a fait un bad call, là, c'est NFT, mais genre, ça reste à la fin que y a tout le monde qui travaille là-dedans, qui est assis devant un bureau à travailler sur quelque chose, sont aussi passionnés, indie ou non, là. L'autre affaire aussi, c'est que ces gros studios-là, les gros AAA, nous autres, on a beau dire on est indie, on est correct, t'as peu, là. Sony ne travaille pas sur ses PlayStation 5 puis investir des milliards en R&D puis en marketing puis à essayer de shipper des units dans les salons pour que toi, tu puisses vendre 30 000 copies de ton jeu à 9$. La console n'existerait pas là, si les gros AAA n'étaient pas là pour justifier un gros marché dans lequel, après, toi, tu peux prendre une plus petite place en parlant directement à ton monde. Fait que ça, à mon sens, pour moi, c'est une espèce de symbiose. Les AAA nous donne une espèce de sécurité, mettons que l'industrie, les événements autour de tout ça vont toujours continuer d'exister. Ben, toujours, en tout cas, vont continuer d'exister. Puis nous, ça nous permet après ça de nous tailler une place là-dedans et d'aller rejoindre notre public qui a des sensibilités un peu plus fines ou un peu plus en lien avec les nôtres, mettons. Là, ça nous donne la chance d'œuvrer là-dedans et de perdurer encore. Là. Très rafraîchissant comme vision, j'aime ça. Dernière question pour vrai, là, il y a des gens qui se demandent, est-ce que vous recrutez des stagiaires idéalement pour l'été? Êtes-vous en ce moment, non. On n'a pas, c'est pas qu'on a nécessairement checké ça, là. C'est plus qu'on est comme en mode OK, on est 7 ans, on a nos affaires, on sait où on s'en va, puis on sait comment on sait le temps qui reste, puis le monde qu'on a, puis on est comme juste focus, là, il faut qu'on hit ça pour que ça sorte. Si ça change, il faut me le dire. Il faut que je sois au courant, ça, là. C'est bon. En ce moment, je pense pas qu'on aurait le contexte pour bien accueillir quelqu'un puis leur donner comme une vraie la bonne expérience que quelqu'un qui fait un stage mérite. Là. Mais oui, si ça change, Justine, aucun problème, on va penser à toi directement. Super. Merci Thierry, merci beaucoup. On a plein de beaux commentaires de gens qui ont vraiment aimé notre Midi Gaming. Merci beaucoup pour la présentation, c'est vraiment apprécié. Écoute, on a des bons commentaires. C'est très généreux. Ben oui, merci à vous autres, c'était super le fun. Puis Sam, c'est toujours cool de s'en jaser, ça faisait oui, mais en espérant qu'on puisse te revoir un peu là, quand on pourra retourner dans des conventions et tout le kit. Là. Ça va bien réouvrir. Ben oui. Merci de ton temps, puis bonne chance pour le dernier bout. On va dire, il reste encore 10 mois? Il reste un accouchement. Là, on est comme encore, il reste à peu près 1 an, mais là, à mesure qu'on le dit, il reste moins qu'1 an. Oui, c'est ça, tu peux plus le dire. Oui, c'est ça. Mais là, il en reste. C'est good. Merci beaucoup, merci de dire. Merci à vous autres. Merci Justine. Merci 1000 fois. Yes. Salut. Bonne journée.